avait 3 chasseurs qui étaient venus se séjourner dans l'espace, dans le temps, et qu'il leur est apparu un génie. Donc le génie qui leur était apparu, c'était un monstre à 9 têtes. Et c'est pourquoi ce monument-là est symbolisé de la sorte. Donc ayant eu peur, ils sont repartis au Nigeria pour pouvoir consulter le phare. Bonjour, je suis Jérôme Zamansou, gestionnaire du patrimoine culturel. Je suis à OG Média pour vous parler des origines de Porto Novo. Ici, nous sommes à la place Avessan, qui est un symbole historique du peuplement des Yoruba sur le territoire de la ville de Porto Novo. D'après l'histoire, les peuples Yoruba seraient venus du Nigeria pour s'installer dans cet espace de la ville de Porto Novo avant l'arrivée de Teagbalin. Et cet espace Avessan, c'est bien le repère, le témoignage de leur arrivée dans Porto Novo, parce que les mythes racontent qu'il y avait 3 chasseurs qui étaient venus se séjourner dans l'espace, dans le temps, et qu'il leur est apparu un génie. Donc, ayant eu peur, ils sont repartis au Nigeria pour pouvoir consulter le phare. Et le phare leur a raconté que ce génie était un bienfaiteur et que s'ils pouvaient l'adorer, se vouer à ce génie-là, il pouvait leur faire du bien. Donc c'est comme ça qu'ils se sont installés sur cet espace-là, qui est aujourd'hui le monument Avessan que vous voyez. Donc le génie qui leur était apparu, c'était un monstre à 9 têtes. Et c'est pourquoi ce monument-là est symbolisé de la sorte. Cela a été réhabilité grâce au projet de Porto Novo Ville Verte. Donc, cette installation des Yoruba sur cet espace dans le quartier Akron marque la première phase de peuplement du territoire de Porto Novo. La deuxième phase de peuplement est liée à la venue et à l'installation de Teagbalin et qui a donné le nom de Hogbonu à la ville de Porto Novo, parce que je le disais à l'entame que Porto Novo c'est 3 noms connus de tous, Adjache, Hogbonu, Porto Novo. Donc, l'arrivée de Teagbalin avec son peuple est liée à la migration Adja-Kado qui a eu dans la période 1727 et puis à 1732. Donc, ce déplacement massif de population était lié aux troupes de succession du trône à Alada. Donc, les frères Akasouvi se disputaient le trône. Et puis, finalement, le cadet Mehdi est resté souverain à Alada. Puis Zoseri B, qui fut dénommé Teagbalin, est venu fonder la dynastie des Akasouvi de Porto Novo. Mais l'autre frère, Doakri, est parti vers le nord pour fonder Dahomey, qui est l'actuel Abomey. Donc la fondation de Hogbonu, qui a été le nom donné par Teagbalin, remonte au début du XVIIIe siècle, donc suite à la prise de Alada et à la destruction de Savi et puis à la destruction de Jakin par les troupes d'Akadia. Donc l'arrivée de Teagbalin autour du XVIIIe siècle marque la fondation du royaume de Porto Novo, dont le nom dans le temps est Hogbonu, et marque aussi la création du palais royal romain qui est aujourd'hui un musée. Teagbalin serait venu avec sa troupe et puis le Sangbeta, qui est un obélisque qui porte des robes en raffia. Donc, pour pouvoir trouver hospitalité auprès des Yoruba, il s'était transformé pour les dissiper
dissiper, il s'était transformé en un Zangbeton, il s'était habillé comme un Zangbeton pour pouvoir les dissiper. Et comme il était un chasseur d'antilopes, il avait pris les cannes d'antilope, les cornes d'antilope plutôt, qu'il s'était mis sur son masque qu'il avait fait en raffia, dans lequel il a soufflé pour pouvoir faire dissiper les Yoruba. Donc c'est comme ça qu'il s'était installé maintenant sur leur terre et a nommé maintenant son royaume qu'il a fondé plus tard, Hogbonu, en créant aussi le palais royal romain qui se trouve à Afessan, à quelques mètres d'ici. Après que Te Agbalin s'est installé en fondant le royaume de Hogbonu et en créant le palais royal romain, il y a eu maintenant son expansion, l'expansion de ce royaume-là, avec les conquêtes des zones voisines. Le royaume est devenu prospère, puissant militairement et puissant également économiquement. Donc du coup, c'était la première puissance dans la sous-région et cela accueillait également les populations voisines. C'était également la côte des esclaves et les explorateurs migraient autour de cette côte-là à la recherche des esclaves. C'est comme ça Eucharistie de Campos, qui était un Portugais, en découvrant la ville de Porto, le territoire de Hogbonu, disons le territoire Adaché Hogbonu, c'est dire que la ville ressemble à Porto. Donc c'est comme ça qu'il a donné le nom de Porto Novo à cette ville qui s'appelait déjà Adaché Hogbonu. Donc aujourd'hui, avec l'installation aussi de l'administration coloniale, les colons ont adopté le nom de Porto Novo, qui était beaucoup plus simple pour eux d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on dénomme la ville aux trois noms, Adaché, Hogbonu, Porto Novo. Ces noms sont donnés et sont liés aux phases de peuplement du territoire de la ville de Porto Novo. Cette richesse de l'histoire de Porto Novo, marquée par la culture Yoruba, Adja, coloniale et de la traite, est aussi visible dans les formes de construction de l'habitat. Nous observons donc l'habitat traditionnel, l'architecture vernaculaire, qui se caractérise par les constructions familiales, les conceptions que l'on observe. Nous avons l'habitat colonial qui est véhiculé avec l'arrivée des colons et qui sont des bâtis souvent à 2 étages avec plusieurs ouvertures, qui est une forme de construction rectangulaire symétrique. Nous avons également l'habitat afro-brésilien qui a été véhiculé avec les Abuda, qui sont des esclaves affranchis que l'on appelle également les afro-brésiliens. C'est également une architecture monumentale avec souvent 2 bâtisses, 2 étages, et on observe des galeries. On observe également des postes sculptés parce qu'ils ont appris plusieurs métiers au Brésil à leur retour. Et ils ont également marqué ces abudas-là, marqué la ville au travers du mode vestimentaire et culinaire parce qu'ils ont introduit plusieurs repas dans la ville. On peut citer par exemple le hablo, le concada, le feijoada. Donc l'histoire raconte même, la tradition raconte même que c'est avec les afro-brésiliens qu'il y a eu de la pâtisserie et le mode vestimentaire souvent c'était de la robe parce qu'il y avait une manière de se représenter à la brésilienne. Parmi les types d'habitats afro-brésiliens, nous avons la mosquée centrale qui est le prototype le plus représentatif qui a été construit par la communauté musulmane pour pouvoir fédérer cette communauté-là autour de la cohésion sociale et de la paix. Donc, cette architecture, cette mosquée, est construite par les Afro-Brésiliens à l'image des églises à Bahia. Le petit Zangbeton n'est pas mauvais. C'est quelque chose qui garde la nuit. Alors d'ailleurs, c'est bon pour la nuit. En cas de mauvaises choses de la nuit, quand il a le Zangbeton,
les mauvaises choses ont eu peur de rentrer dans la zone, là où se trouvent les Zambétors. Le culte Zambétor, qui est aujourd'hui est vaudou, oui, il était un gardien de nuit à l'époque de Tiagbani. Il n'y avait pas de policiers, il n'y avait ni rien. C'est Zambétor qui animait la police de nuit, la surveillance de population de nuit, qui est Zambétor. Vous comprenez, il n'avait pas la police, il n'avait pas un enseignement. De nuit, aujourd'hui, nous voyons la police républicaine, les militaires surveiller la nuit. C'était la culte Zambétor qui était gardien de nuit, qui était la surveillance de la population de nuit de Zambétor. Merci pour vous.